Bienvenue au premier épisode de Sexe. Ça a comme pas de bon sens. On est là. On fait un podcast. T'es sexologue. Moi, je suis sexologue. C'est comme un titre. On en parle-tu comme, on explique-tu un peu c'est quoi être sexologue, puis comme pourquoi qu'on est là, puis pourquoi qu'on anime un podcast, chose qu'on n'a jamais fait en passant. Je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui. Ouais. Mais commençons par... Pourquoi, avant de plonger là, dans notre profession, est-ce qu'on commence par sexe? Sexe, oui. Je pense que c'est important parce que même moi, en tant que grande milléniale que je suis, et toi peut-être, moi je le connaissais pas, ce petit mot-là, là, de la censure sexe. C'est le monde de TikTok qui m'a appris finalement que sexe était utilisé comme hashtag pour parler de sexualité. Puis je trouvais ça hyper intéressant en fait d'amener ce mot-là qui est utilisé dans toutes les langues à travers le monde, dans le monde numérique et aussi dans les contenus d'éducation à la sexualité des sex educators ou des éducatrices, éducateurs à la sexualité finalement. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'appeler sexe? Comme ça, on se commence puis on se crée une vision finalement qui est déjà pas censurée. De l'éducation à la sexualité. Ben exactement. Puis en même temps, bon, hein, on le clarifie parce que ça veut pas dire qu'on dit sexe avec le nez bouché tout le long qu'on fait notre balado, le sexe. Mais en même temps, ça nous permet aussi de parler des fameuses 3 premières lettres de notre titre professionnel. Sexe. C'est tellement vrai. Parce que souvent, c'est ça qu'on entend beaucoup quand on entend parler de sexologue. Tout à fait. Et là, nous, on est dans la mission d'éducation, de jaser, du balado. Et là, justement, dans notre préparation STL, on mettait en évidence que le balado est comme en lien avec la balade. Ben oui, parce que, en fait, j'ai comme compris aussi que c'était vraiment comme un espace, un balado. C'est comme si, même si on se déplace en tant que personne, puis qu'on se déplace dans l'espace-temps, tu me connais, on va y revenir souvent à l'espace-temps, mais même si on se déplace, on dirait qu'il y a comme quelque chose de rassurant, de retrouver des gens, de retrouver des voix aussi qui sont spécifiques, qu'on apprend à connaître aussi à travers le temps, puis il y a comme quelque chose de le fun, puis de rassurant de se retrouver, tu sais, comme avec des personnes qui nous partagent des informations, qui discutent, qui ont du fun, qui ont du plaisir. Puis je pense que c'est un peu ça aussi le cœur de ce podcast-ci, c'est de se dire que l'éducation à la sexualité n'a pas à être cachée nécessairement, mais il y a comme quelque chose qui est le fun dans le fait qu'elle nous guide. Puis là, nous, on est comme les maîtres marcheurs, éclaireurs. On ouvre tellement. Le chemin, on défriche. En fait, on amène les gens à ouvrir leur chemin. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment aussi de dire que oui, on est comme les sexologues qui vont parler de sexualité, mais on est dans la discussion. En fait, le but là qu'on a, c'est vraiment aussi de juste montrer toute la variété de possibilités de ressentir, tu sais. Moi, mon but là, c'est vraiment de me dire, ben je veux qu'on sente habileté à s'aimer mieux soi-même, puis à aimer mieux. Totalement, aussi, totalement. Puis des fois, ben quand on entend justement le fameux sexe, on va penser beaucoup à faire la sexualité. Puis oui, on va en parler. On passera pas à côté. Non. Mais on va être aussi beaucoup dans l'être. Totalement. Vraiment. Qui vous êtes? Parce que là, hein, on se promène, on parle de sexualité, on parle de l'éducation à la sexualité, mais là, nous, on veut vraiment parler au niveau de l'adolescence. Puis moi, ça me tient à cœur parce que je trouve que l'adolescence, souvent, c'est vu comme un in-between. C'est un entre-deux. C'est vrai, ça! On va considérer les jeunes comme des grands-enfants ou comme des adultes pas encore accomplis. Puis moi, j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, tu sais, vous écoutez le balado, puis on vous considère comme vraiment des personnes à part entière. Définitivement. Puis on en a croisé, là. Du ressenti, oui, parce que... Mais c'est ça aussi qui est le fun d'adresser ce podcast-là aux adolescents et adolescentes, c'est de dire aussi comme, mais on vous voit, tu sais, puis j'espère que dans le fait qu'on vous voit puis qu'on vous accueille dans ce podcast-là pour répondre, en espérant vraiment, pour répondre à vos questions, aux questions des jeunes, mais c'est de se dire comme, vous êtes là, on vous connaît, on vous a croisé aussi, là, tu sais, dans notre profession, on a vraiment comme cette expertise-là. Là. Nous ne sommes pas... on se dépose pas ici comme l'éducation à la sexualité, c'est nouveau. Exact, c'est comme nouveau pour nous. Au contraire, je pense qu'on a des expertises puis
On a rencontré des jeunes qui nous inspirent finalement à être rendus ici aujourd'hui. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on bâtit un podcast sur l'éducation à la sexualité puis que ce soit toi et moi qui l'animons. Là. Il y a quelque chose qui est assez viscéral et incarné de notre part comme professionnel d'être là avec les jeunes, pour les jeunes et un jour peut-être, qui sait, dans une partie 2 par les jeunes. Hein, qui sait. Ouais, donc, ouais. Fait qu'on va se poser les questions. On va essayer de réfléchir aux questions. Bien, puis on se les est posées, ces questions-là. Hein, parce le confessionnal, je dis. Bien, on y va dessus d'entrée de jeu parce que on parle de... On n'a pas le choix, on y va. C'est important d'avoir un espace sécurisant, sécuritaire, un safe space. Puis c'est important aussi d'un peu ouvrir sur nous, sur qui on est. J'aimerais ça. Puis, en fait, moi, j'ai le goût de dire que, justement, c'est précieux pour moi de parler dans le parcours de l'adolescence parce que longtemps, moi, je me suis sentie comme pas douée en hétérosexualité. Ah, mon Dieu! Parce que c'était le seul modèle que j'avais. Bien, en fait, c'est qu'on est beaucoup exposé à ça. L'éducation à la sexualité, là, on en fait, on jase, on est là-dedans dans le balado. Mais sinon, où on fait notre éducation à la sexualité, puis qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça représente? Puis je me retrouvais, moi, beaucoup exposée au même modèle qui était souvent homme-femme, puis qui était souvent un parcours amoureux, puis qui était le parcours de on date, on est en couple, on aménage ensemble, on adopte un chien, puis on prend la retraite, là, de tout ce qui s'ensuit. Mais là, l'escalateur des relations. Exactement, qui s'appelle comme ça plus officiellement dans les théories. Mais ramenons-nous à la pratique. Tout à fait. Je trouve que c'est important, justement, de juste rappeler à quel point le questionnement de qui je suis, qu'est-ce que je veux dans mes relations, puis de savoir que c'est continuel. Moi, j'avais la croyance que quand j'allais atteindre le 18 ans, j'allais rentrer dans le monde adulte et que tous mes doutes et tout allait s'évacuer. J'allais tout savoir de moi-même. Exact. Ben, oui, l'adolescence, là, c'est une phase, ça va finir, puis après, là, mon Dieu, les choses vont devenir sérieuses, tout va être clair. Et c'est un mensonge. Lies. C'est un mensonge. Vraiment. Puis on apprend encore, mon Dieu, tu sais, pensons à nous, oui, jeunes, mais pensons à nous maintenant. À ce jour, tu sais, je suis rendue à 33 ans, puis j'apprends tellement de choses sur la sexualité humaine. Je vis, puis je vis et je reçois de l'éducation à la sexualité constamment, en fait. C'est sûr que, comme tu dis, ton parcours est teinté, hein, finalement, de cette éducation à la sexualité qui est très hétéronormée, cisnormée aussi, etc. C'est pas quelque chose qui m'a parlé non plus comme personne, comme weird. Petite capsule vocabulaire, Estelle. Oui, allons-y. Hétéronormée, cisnormée, dis-moi plus. Ben, en très peu de temps, parce qu'on s'entend que ça peut toujours être des cours universitaires de 45 heures, là, dans le fond, ces choses-là. Mais l'hétéronormativité, en fait, je l'expliquerai par une pression des rôles et responsabilités basées sur le genre et l'orientation sexuelle. C'est comme un cadre social qu'on s'est doté de et que on nourrit ou qu'on doit nourrir. On dirait que c'est comme une machine, un genre de truc, un engrenage finalement, et qui crée des pressions et qui crée des oppressions. Donc, il y a comme ça dernièrement que j'ai comme fait ping ping, il y a comme de quoi qui s'est passé et j'ai constaté que, ben, par exemple, les personnes qui sont cis, donc les personnes qui sont assignées filles à la naissance, exemple, et qui sont des femmes en vieillissant, grandissant, ou assignées garçons à la naissance et qui grandissent étant des garçons et des hommes, vivent de la pression à cette hétéronormativité-là et cette cis-normativité-là. Mais les personnes qui vont sortir du cadre de l'hétéronormativité vont ressentir des oppressions et vont vivre des oppressions. Et je pense que c'est là où c'est important de faire cette nuance-là dans l'éducation à la sexualité, de dire... Moi, je vois tout le monde, je vois les difficultés que toutes les jeunes, peu importe, qui soient en questionnement sur leur orientation sexuelle, qui soient affirmés dans leur queerness ou qui soient juste hétéros puis pas savoir trop comment naviguer avec ça non plus, puis comment le faire valoir, etc. Je le vois, mais je pense qu'il y a comme quand même des choses importantes à soulever dans le fait qu'il y a certaines personnes, dues à cette hétéronormativité-là, vont vivre certaines violences. C'est quelque chose qu'il faut essayer de s'éloigner, je pense, dans l'éducation à la sexualité, autant parce que je pense qu'il y a des souffrances qui sont associées à devoir être quelque chose, devoir avoir un certain genre, devoir être... Il y a comme quelque chose qui
qui nous empêche finalement de comme, j'ai l'impression de se développer, tu sais, dans nos intérêts, nos talents, puis j'en passe, là, tu sais, ça va comme au-delà de la sexualité des gens. Parce que tu sais, si on y va là, vraiment très, très, très simplement, là, cis-normativité, c'est de dire, ben quand on est, souvent, on va entendre 2 modèles. Tu nais avec un pénis, t'es un garçon, tu nais avec une vulve, t'es une femme, t'es une fille. Mais c'est plus complexe que ça, même au niveau génétique, biologique. Il y a des gens qui naissent aussi intersexes, qui est en fait d'avoir des caractéristiques qui sont pas typiquement femelle à 100%, ni typiquement mâle à 100%. Là, ça a l'air bien scientifique, qu'est-ce qu'on amène, là, mais on va en reparler. On a une saison au complet, là, devant nous, là. On va en reparler, mais je trouve ça important de le clarifier parce que, tu sais, tu parles de pression, puis je pense que c'est un très gros morceau, la pression qu'on ressent, particulièrement à l'adolescence, là. Mais de se dire, justement, ben moi, est-ce que je me sens raccord, est-ce que je me sens bien avec l'espèce de package d'intérêt, d'attente qu'on a eu envers moi quand je suis née. On s'est dit, ah ben voilà, c'est une fille, je vais peinturer sa chambre en rose, elle va être douce, elle va être calme. Puis là, des fois, ben en vieillissant, on est comme, hey, tu sais quoi, je pensais qu'il fallait que je sois comme ça, puis on pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. C'est ça, là? Et là, peu importe notre profil, peu importe qu'on se sente justement femme, cisgenre, homme, trans, non-binaire, peu importe, on peut justement remettre en question ces enjeux-là, ces espèces d'idées préconçues qu'on nous a imposées. Totalement. Et pour l'hétéronormativité, ben, si on simplifie encore comme dans sa plus simple expression, ben, on va dire il y a des rôles quand on est en relation. Ben, souvent, on va parler des relations à 2. Premièrement, est-ce qu'on peut aimer plus d'une personne à la fois? On en reparlera. Mais aussi, c'est de dire que je parle du package de rôles qui vient avec ça. Fait on veut aller déconstruire ça puis dire, ben, tu sais, parlons du couple, par exemple. OK, ben, vous pouvez aimer amoureusement, vous pouvez aimer à votre manière, vous pouvez former un couple comme vous le voulez, vous pouvez ne pas former de couple, vous pouvez... Il y a tellement de possibles. Fait qu'on vient éclater ces repères-là. J'adore. On va déconstruire des choses pour mieux reconstruire. Tout à fait. Fait que là, on jase, là, mais on est comme en train d'en parler, de la thématique. thématique. La sexualité, là. Tu sais, si on peut-tu se dire la sexualité à l'adolescence? Si je dis ça. Puis, tu sais, en nous écoutant, vous pouvez vous poser la question, pour vous, ça résonne à quoi? Tantôt, je parlais des 3 premières lettres de notre titre professionnel, sexe, on va penser à la relation sexuelle. Tout le temps. On parle de plus que ça dans notre profession, inévitablement. Tout à fait. Puis, adolescence, il se passe bien des affaires. Pourquoi? Ben, c'est à cause du déclencheur de la puberté, entre autres. On va pas se fermer les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de changements, pas juste biologiques, mais aussi dans notre tête, dans notre cœur qui se vivent en même temps. On se demande, on est qui? On veut quoi? On peut avoir les émotions en dents de scie. On peut avoir le corps qui sécrète. Honnêtement, hormones sexuelles, oui, mais tout à bagarre. Estelle me fait le petit signe de la zone de thé, du gras, des cheveux gras, des odeurs. Et là, on a des messages de, ben, est-ce qu'il faut plaire aux autres? Est-ce qu'il faut correspondre aux normes sociales de beauté? Tout ça, ça fait partie de la sexualité. Autant au niveau, je parlais tantôt des stéréotypes de la masculinité, de la féminité. Est-ce que je dois y correspondre? Comment? Et comment faire quand, à l'adolescence, on peut sentir des fois justement que, Colin, il me semble nos bras sont plus longs qu'ils étaient, puis que notre tronc n'a pas poussé raccord, ce qui est tout à fait normal. Dans la puberté, là, c'est normal, cette espèce de stade de développement un petit peu comme random. C'est pas tant une période fixe, tu sais, il y a comme quelque chose de trop... mouvant. Tellement, là, puis vraiment, là, comme autant comme dans le corps que dans la tête, puis dans le cœur, comme tu disais, où... Est-ce qu'on l'aime, on l'aime-tu pas? Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent à la fois en même temps que c'est ça aussi qui est important d'adresser, de dire comme c'est correct, ça va aller. Puis aussi de peut-être se laisser, moi ce que j'ai envie aussi de partager dans le podcast, c'est de se laisser l'espace de le faire, l'espace de naviguer, l'espace de comme d'être fluide dans ses questionnements, l'espace de pas s'accrocher à peut-être des étiquettes, des façons d'être tu sais, des fois les gens nous font des reflets. Moi je me souviens des amis qui me faisaient des reflets comme il est vraiment beau lui, puis j'étais comme hey, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais même cette genre de
ce genre de questionnement imposé ou même relationnel, qu'amical, que biologique, que tout, c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça peut-être que des fois, on est comme un peu overwhelmed, là, collectivement, là, tu sais, face à la sexualité des adolescents, adolescentes, mais il y a vraiment une partie hyper intéressante et importante pour naviguer. Mais il faut se laisser de l'espace. Oui. Il faut se laisser du temps pour comme apprendre à se connaître de façon libre, de façon éclairée, de façon non violente, de façon, tu sais, genre, qui fait du bien. Parce que c'est ça aussi, d'apprendre à se connaître. Il n'y en aura pas de facile, là. Tu sais, déjà, si on se laisse l'espace, ça va déjà être un petit peu plus, je trouve, doux, justement, calme. Puis, ouais, ça va nous permettre, après, dans la vingtaine, puis ça s'en vient, un jour, peut-être, vous serez des adultes émergentes, mais d'essayer, finalement. D'être plus comme agentif et agentive, de savoir un peu plus comme, OK, cette phase-là était une phase de grand questionnement, de peut-être d'essais-erreurs, de trucs comme ça, mais rendu à l'âge adulte, d'être comme, ah, OK, oui, et de mieux comprendre. Donc, ouais. Keep going! Là, Estelle, tu dis des vraiment beaux mots. Ouais. Tu sais, comme moi, je trouve ça génial au niveau bonifier son vocabulaire. Oui, mais tu as dit agentive, oui. Agentif, agent, pouvoir d'agir. Hein? Exactement. C'est ça, juste pour être sûre. Oui, parenthèse. Ben oui, mais je te félicite pour la qualité de ce beau vocabulaire. Merci. Justement, c'est ce qu'on veut faire aussi pour le vocabulaire, c'est d'aller, tu sais, on a parlé hétéronormativité, cisnormativité, agentivité. OK, on a beaucoup de mots en IT. Mais sexualité, exactement. C'est voulu tout long. On parle d'image corporelle, de questionnement, d'estime de soi. On parle de se donner de l'espace. Puis tu sais, c'est ça qu'on fait justement, juste là, en défrichant aujourd'hui sur c'est quoi la sexualité à l'adolescence. On s'en va où? C'est quoi le balado? On se balade vers quoi? Vers qui? Pourquoi? Là? Exact. On est un peu dans le existentiel pour camper la thématique. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment de savoir justement par la suite. Oui, on va donner de l'espace dans le balado. Oui, tu sais, vous allez nous écouter en disant « OK, Julie, Estelle dit ça, c'est vrai, ça me rejoint pour ça. » Peut-être qu'en dormant le soir, vous allez vous dire « Ah, hey, attends un peu, là. » Tu sais, ce qui a été dit, peut-être que ça me ressemble plus que je pensais. Ou tu sais, peut-être que ça, j'étais pas d'accord. Ouais. Puis après, ben qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est donné cet espace-là individuellement dans un safe space pour le vivre de façon épanouissante à l'extérieur? Parce que, tu sais, je pense que le jugement, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi à l'adolescence de dire, juste au niveau, on parle d'image corporelle, ben on peut parler dans la sexualité de comment se présenter au monde, comment s'habiller, comment s'afficher. Ben juste ça, des fois, de se dire, hey, j'ai le goût d'explorer un style vestimentaire différent. Vraiment? J'arrive à l'école, quel feedback je vais avoir? Est-ce que les gens vont trouver ça laid, beau? Est-ce que ça me va bien? Est-ce que ça me convient? Si on parle des relations amoureuses, est-ce que je dois être en relation amoureuse? Parce qu'est-ce que ça va me donner un standing à l'école, justement? Vraiment? Par rapport aux autres ou dans ma gang d'amis, où, tu sais, tout le monde est en relation, tout le monde est en couple, ou tout le monde a un kick. Puis, ben, moi, si j'en ai pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis brisée? Hein? J'en parlais là, de la notion de se sentir comme hétéro, mais pas doué. Parce que le seul modèle qu'on nous présentait, moi, ça me correspondait pas. Ben vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre modèle? Mais aussi, comment vous regardez le monde autour de vous? Puis à quel point vous pouvez porter un regard aimant sur vous, mais aussi sur les autres pour que tout le monde se sente à l'aise d'être qui ils sont. Exact. Tu sais, la sexualité humaine, c'est quelque chose qu'on peut aller vers, puis c'est quelque chose qu'on peut ne jamais aller vers. Il y a pas de bonne sexualité, il y a pas de bonne sexualité au sens propre de la chose. Tu sais, il y a pas genre une obligation à vivre la sexualité à l'adolescence, à l'âge adulte, à l'âge genre même à n'importe quel moment dans une vie, il y a aucune obligation à vivre la sexualité, mais ce qui est important par exemple, c'est que la sexualité humaine, c'est aussi quelque chose de tellement intime et près de soi, que c'est aussi un monde dans lequel on peut s'observer, avoir de l'introspection, de se poser les questions qui nous parlent à nous. Donc, c'est pas juste le faire, on l'a dit tantôt, c'est vraiment l'être aussi, c'est d'apprendre à se connaître, de savoir qui on est, de voir comment je peux prendre conscience de moi, puis de quelle façon je veux par la suite, exprimer ces choses-là de qui je suis. Mais comme on peut découvrir tellement de choses
tellement de choses par la notion de sexualité. Et c'est ce qu'on va aborder au cours des épisodes. Ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, on est là. On est là. Estelle. Julie? Bon, on dit qu'on est sexologue, c'est très beau, tout ça. Hein? C'est génial. On a étudié en sexologie oui. à l'UQAM. Oui. Mais avant ça, on s'éduquait de quelle façon au niveau de la sexualité? C'est ça ma question, en fait. Toi, quand tu étais adolescente. Oh my God, c'est tellement bonne question. Comment tu faisais pour croître? OK, moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même ma mère, qui est mon parent, là, dans le fond, là, qui m'éduquait à la sexualité, qui avait fait un certificat en sexualité humaine dans les années 80. Et je peux t'assurer, Julie, que la sexualité humaine dans les années 80, ce n'était pas ce que nous avions appris, mais c'était assez avancé, je dois le dire. J'étais vraiment surprise même, rendue au bac, d'avoir des échanges avec ma mère là-dessus. Donc, on a eu la chance, là, ma sœur et moi, là, d'avoir une certaine éducation à la sexualité. Mais je te rappelle, Julie, que je n'avais pas d'ordinateur avant les années 2000. Effectivement, nous sommes de cette époque, de l'ancien temps. On était de l'ancien temps. Celui avant les contenus numériques qui était riche en informations, qui pouvait nous amener ailleurs. Ce qui a comme été intéressant, mais peut-être pas tout, tu sais, pour moi, en tout cas dans mon éducation à la sexualité, mais tu sais, juste pour nommer un truc hyper développemental de ma personne, mais tu sais, comme, moi, je suis une personne non-binaire, tu sais, ça a toujours été le cas, mais j'avoue que j'avais comme 29 ans, là, comme quand j'ai entendu ce terme-là, puis que je l'ai comme un peu conceptualisé, puis dit, c'est ça. Donc, il y avait comme quelque chose d'intéressant d'évoluer dans un monde où il y avait beaucoup de questions plus que de réponses, tandis que là, maintenant, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de réponses à nos questions, puis il y a une grande richesse. Donc, je pense qu'on peut aller, on peut se rendre peut-être plus loin, plus vite, j'ai l'impression, avec comme les contenus qui sont accessibles maintenant. Mais sinon, pour vrai, c'est weird que tu me poses cette question-là, parce que je pense que je me suis jamais demandé c'est où que j'allais, mais pour vrai, j'étais pas du genre à chercher. On dirait que les choses me sont tombées dessus. C'est sûr que quand j'ai eu 16 ans, là, dans le fond, avec la première personne avec qui j'ai été, là, qui n'était pas dans une configuration hétérosexuelle, je suis tombée sur elle. E-L-L-E-S, qui est la traduction de The L-Word, qui est une série lesbo-queer, là, dans le fond, des années 2000. Et je me souviens avoir eu, par exemple, un genre de awakening, de oui, c'est nous, ça, dans le fond. Et attention, flipper mon phone et claquer des milliards de fois en textant ma partenaire en lui disant, juste dire, il y a des gens qui nous ressemblent à la télévision. Oh, wow. C'est fou, mais c'est ça un peu. C'est comme si l'éducation m'arrivait un peu de façon sporadique. Puis heureusement, mais en même temps, il y a eu des lacunes, là, c'est clair. Fait que j'étais pas tant à la recherche de... Finalement, je suis devenue sexologue. Peut-être que j'étais plus à la recherche de que je pensais. Mais ouais, c'était un peu ça. Hey, c'est beau pareil, hein, parce que ça témoigne aussi vraiment bien du fait que notre éducation à la sexualité, tu sais, oui, on peut s'asseoir avec un pointeur laser puis un PowerPoint puis parler de façon très formelle de la sexualité, mais ça se fait surtout comme on est des petites éponges, hein, puis on absorbe tout ce à quoi on est exposé. Tellement. Fait que c'est de là l'important, tu sais, quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, tu sais, moi, admettons que je disais que les relations, justement, plus traditionnelles, très romantiques, très escalator de l'amour. Donc, on date, on se rencontre, ou tu sais, juste l'idée, moi, j'étais très angoissée par l'idée d'établir des critères. Tu sais, quand quelqu'un dit, c'est quoi ton genre? Mais je sais pas c'est quoi mon genre, je suis ouverte à rencontrer la personne, puis que la personne, on se sente bien ensemble, après, si la personne fait des choses différentes, qu'elle pratique une activité que je pratique pas, qu'elle a des intérêts que j'ai pas, je cherche pas cette complémentarité-là d'intérêt parce que la personne va le faire découvrir, puis là, ça m'intéresse de découvrir, puis là, on va se compléter, tu sais. Tellement. Mais je trouve qu'on demandait beaucoup comme, c'est quoi ton genre, puis c'est quoi tes critères, toi, qu'est-ce que tu veux en couple, puis c'était difficile pour moi d'articuler ça, puis des fois, ça me
tapait sur les nerfs d'écouter la radio et d'avoir que des chansons d'amour qui célèbrent toujours le même type d'amour. Puis, tu sais, juste l'aspect très, très fusionnel. Hein. Des fois, dans des relations amoureuses, par exemple, on va dire, oh mon Dieu, l'expression « la douce moitié ». Juste ça, c'est mon meilleur exemple. Chercher sa douce moitié. Puis moi, j'étais du genre à dire, mais je suis pas une moitié. Je suis une personne à part entière. Je suis toute. Mais c'est ça qu'on va beaucoup aller chercher dans l'espèce de fantasmatique romantique. Puis la partie de toi qui manque. Ben oui, mais c'était ça beaucoup qu'on entendait et qu'on entend encore. Puis juste par la musique qu'on écoute, les paroles des chansons, les séries télé, ben ça va venir nous amener à nous questionner ou à nous identifier ou à faire en sorte que la pression, tu sais, comme l'exemple qui est super touchant que tu amènes, c'est juste comme ça a dû tellement te soulager d'enfin te reconnaître. Puis tu sais, je suis restée sensible aussi au fait que pour toi, c'est à la fin vingtaine que tu as appris le vocabulaire pour t'identifier dans ce que tu ressentais. Tu le ressentais avant, mais c'était très flou, tu savais pas comment le nommer. Mais même chose pour les relations amoureuses. Là. Julie, tu sais, tu l'as renommé, puis j'étais comme, tu sais, juste pour spécifier, genre, je ne savais pas ce que je vivais, là, c'est à ce point-là. Puis je pense que c'est important de le nommer, que, tu sais, comme les gens, ils le vivent, hein? On le vit, on va vers, on est là-dedans. Puis il y a ça aussi, des fois, dans l'éducation à la sexualité, qui te dit, Kim, je veux aller vers, mais on me dit que non. On me dit que peut-être qu'il faudrait une douce moitié. On me dit qu'il faudrait que ça soit une personne du sexe opposé. On me dit... Là, on se fait dire bien des choses, mais il y a comme quelque chose qui se crée aussi en dedans de nous qui nous porte à aller vers des gens, qui nous porte à avoir une vision du monde puis de l'amour. Puis cette façon d'être là, elle est autant valable dans le fond, tu sais. Fait que moi je me suis souvent vue là-dedans, puis je me suis souvent dit puis j'ai l'impression que toi aussi t'étais comme on se rapproche de quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça. Mais est-ce que c'est ça que je veux? Mais est-ce que c'est à ça que je veux ressembler? Mais puis tu sais, le fameux ça, là. Le ça, oh my God! Peux-tu parler du ça? Le ça, je crois qu'on fait référence à la norme et au profil type qu'on nous présente. Totalement. On en a parlé un petit peu en introduction, puis tout ce qui va nous être un petit peu imposé par la bande. C'est un petit peu la tendance populaire, le mouvement, le courant qui s'opère. Puis là, des fois, on se sent en contre-courant, mais on nage tout seul, puis on a l'impression que nos bras s'épuisent. Bon, là, je suis très métaphorique, là, mais pour être très concrète, là, tu sais, de juste dire, c'est quoi le parcours type auquel on s'attend en lien avec la sexualité? Tu sais, moi, je me disais, bon, OK, je dois être une jeune fille, m'habiller de façon comme le fun, pas trop provocante, pas trop sexualisée, mais en même temps, je dois plaire. Mais en même temps, faut pas que je sois trop soumise, mais en même temps, je dois être douce. Mais en même temps, je dois rechercher quelqu'un. Mais qui, pourquoi, je le sais pas. Et, on est dans l'épisode sur la sexualité aujourd'hui. Parlons aussi quand même de relations sexuelles. Moi, à l'adolescence, j'avais le stéréotype du film American Pie. Je sais pas si les gens qui nous écoutent ont le repère en tête. On est ces gens-là, là. Ben, balle de finissant, c'est encore présent. On le voit encore dans notre travail. C'est que secondaire 5, s'il vous plaît, on se dit, il faut qu'il se soit passé quelque chose, sinon je vais être en retard sur tout le monde. Exact. Alors, est-ce que c'est le moment on va comme aller défaire ce mythe-là? Moi, je pense qu'on devrait. On défait le mythe. Ouais. Je plonge. Vas-y. Bon, l'âge moyen. L'âge moyen des premières relations sexuelles au Québec, c'est 17 ans. 17 ans, Julie. Et la plupart du temps, quand je pose la question, là, on a fait l'expérience à distance, mais quand j'entends les réponses, j'ai beaucoup du 14, j'ai beaucoup du 15. C'est 17. 17. Et là, c'est important de dire, c'est 17, ce qui veut dire qu'il y en a qui ont des relations avant 17. Totalement, c'est une moyenne. Il y en a après 17. Exact. Et on parle ici de tout type de relations sexuelles, donc pas juste avec pénétration. Exact. Ce qu'on va amener comme donnée, c'est que en moyenne, dans une classe ordinaire secondaire 5 au Québec, 50% des jeunes ont eu des relations sexuelles et 50% n'en ont pas eu. Donc, dites-vous ça dans votre classe. Imaginez le monde plus vieux si c'est le cas. La moitié de la classe. Donc, quand on parle de sexualité, c'est important de parler
relations sexuelles, d'avoir le goût d'en avoir eu, d'avoir aimé ça, d'en vouloir d'autres, d'en avoir eu, de ne pas avoir aimé ça, de ne pas en vouloir d'autres, de ne pas en avoir eu, d'en vouloir, tu sais, bon. Tous ces profils-là sont tellement valides et légitimes, mais mon Dieu, qu'il y a de la pression, puis l'espèce de mystère qui persiste de je dois atteindre cette date sans quoi je serai comme une date de péremption sur un produit. Oui. Non. Et même chose pour être en couple. Mais c'est tellement vrai. Et je vais dire couple, mais je vais dire relation amoureuse, peu importe votre désir de est-ce qu'on est avec une personne, est-ce que vous aimez plus d'une personne à la fois, tout est possible, encore une fois. Exact. Mais là, il n'y a pas de date limite. Mais j'ajoute un point, je te pitch ça. Oui, vas-y. Je te lance ça. Pire encore, le mythe qui persiste aussi, c'est pas juste la première relation sexuelle, genre d'ici la tarte comme dans American Pie, là, mais comme que ça fasse mal. Comme, ça va-tu faire mal? Ben, à cette question, je me questionne énormément. À l'éducation à la sexualité que j'ai reçue, ça peut faire mal. Tout le monde, les êtres vivants, qui souhaiteraient peut-être s'approcher à l'adolescence de la sexualité humaine, ont ce mythe-là encore à ce jour. Pour vrai, souvent, ce que je dis dans ma pratique et en éducation à la sexualité, c'est sérieux, je souhaite vraiment à personne que leur sexualité fasse mal les premières fois, tu sais, genre, on peut vraiment avoir du plaisir dans nos premières fois. En fait, je souhaite que ça soit plaisant, que ça soit beau, que ça soit doux. Ça peut être aussi intense, là, tu sais, c'est pas le feeling autour ou comme la façon de faire qui est dérangeante, mais le mythe de dire « ça fait mal », je trouve que ça vient vraiment rendre ça très négatif. C'est comme si, hey, on se fait pitcher l'idée d'avoir peut-être de la sexualité, mettons comme à 17 ans, exemple. Puis là, après, on nous dit, ça se peut que ça fasse mal. Puis je me dis, hey, attends un peu, là, on va reculer un petit peu, là, parce que ce qu'on veut, en fait, là, tu sais, c'est ça, c'est la même chose. C'est genre d'explorer, d'essayer, de voir, est-ce que j'ai envie d'embrasser même quelqu'un ou pas, tenir la main ou pas, faire des câlins d'une certaine façon, des caresses d'une autre. Tu sais, on est là, gang, là. Donc, quand on sait, comme professionnel, qu'il y a du monde qui partage encore ces informations-là, puis que des jeunes se font dire ça aussi par leurs parents, mais que, tu sais, c'est correct, tu sais, ça va aller au-delà de... ben ça crée un froid, là, pour tout le monde. Fait que, tu sais, déjà, ça... Je veux qu'on le debunk, je veux qu'on le brise. Ben, brisons-le, parce que moi, là, je te vois arriver avec ça, là, puis je me dis, mais là, t'es en train d'aborder aussi deux autres mythes qu'on veut déconstruire. J'adore. C'est qu'il y a le mythe de la relation sexuelle complète, parce que tu parles de relation avec pénétration. Ça. Oui. Et là, tu as donné tout un éventail de comportements super le fun. Là. Définitivement. S'embrasser. Il y a plein de façons de s'embrasser. Tellement. Se caresser. Il y a plein de parties du corps à caresser. Tout ça, les massages, effleurer, tu sais, tous ces comportements-là, des fois, c'est vu, ben on le dit, un autre mythe, les préliminaires. Il y a le mot pré. Donc, ça va se passer ce mot-là. Mais pré quoi? Non, pré rien. Pré... Non, c'est très complet, très épanouissant. C'est pas plate d'explorer ça, de faire un liminaire, ça. veut dire? Des liminaires. Moi, je suis pour la création du mot liminaire et c'est pas la première fois que je le dis. Mais c'est juste de dire que c'est beau puis que c'est le fun. Tellement. De retrouver ça et t'as abordé aussi, le mythe de la perte de virginité. Totalement. Et là, c'est important de dire que chaque personne a sa propre perception du concept de la virginité, mais comme tel, moi, j'aimerais m'attarder sur le mot perdre. Est-ce qu'on perd quelque chose ou on gagne une expérience? Moi, je pense qu'on est dans le gain. On est dans le gain. J'ai fait comme si tu me posais la question à moi. J'ai voulu y répondre. C'était excellent. Nous sommes dans le gain. Exact. On espère être dans le gain, du moins. Hein? Oui. Donc, tout ça, à l'adolescence, on en entend parler. Puis qu'est-ce qu'on entend aussi, tant qu'à déconstruire des affaires? Les adolescents sont pleins d'hormones. Ouais. Ils pensent juste à ça. Ouais, ils pensent rien qu'à ça. Si vous nous écoutez, puis vous vous dites, là, moi, j'y pense le moment que je vous écoute parce que vous en parlez, mais savez-vous quoi? Quand le balado va être fini, je retourne vivre ma vie, puis ça me hante pas. Ça ne m'obsède pas. Je ne fais pas partie de ce stéréotype du jeune qui a une pensée sexuelle aux
4-5 secondes. Comment on pourrait documenter ça? Premièrement, c'est un Impossible. mystère pour moi. Ouais. Et deuxièmement, ben oui, il y a des personnes qui, effectivement, avec l'éveil sexuel, ça va être préoccupant, ça va être ressenti à travers le corps. On parlait beaucoup de questionnements. Oui, c'est sûr que ça peut prendre de la place. Tellement. Mais c'est du cas par cas. Exact. Donc, c'est pas parce qu'on est adolescent qu'on devient des petits êtres lubriques. Puis aussi, c'est dit. Ben oui, puis tant qu'à genre mettre le coup de grâce dans ce debunkage de la sexualité à l'adolescence, on le fait aussi pour dire que ben c'est pas la réalité de tout le monde d'avoir de la sexualité pénétrative, pénis dans le vagin, à l'adolescence. Puis c'est ça aussi qui est important. Il faut qu'on s'éloigne un petit peu de ces choses-là parce que comme coup de grâce pour plein de gens dans la vie humaine que ce ne sera pas leur réalité. On le sait même en plus, comme au début de l'adolescence, il y a des gens qui vont se retrouver avec des pairs PAIRS, des amis, des groupes d'amis qui sont peut-être plus de leur identité de genre, puis là, comme vont essayer des petits bisous, des petits trucs comme ça, mais de pas se sentir honteux ou honteuse indépendamment de l'orientation sexuelle que tu vas avoir, mais inversement, une personne queer, qui va avoir ses premiers contacts, on va dire comme romantiques, amoureux et ou autres, ou amicaux même, et ou sexuels, ben va avoir comme un genre de, je sais pas comment dire, mais c'est comme il y a comme quelque chose qui vient clasher complètement, dans le fait d'avoir un rapport avec quelqu'un qui nous ressemble et ou qui est queer eux-mêmes. Donc, il y a comme quelque chose qui est important, comme un peu mettre le coup de grâce dans cette affaire-là, puis dire comme, hey gang, tu sais, comme, pow, la sexualité, là, c'est comment on l'approche dans une perspective consensuelle, autant à l'intérieur de nous, tu sais, est-ce que j'ai envie d'aller vers ça, puis est-ce que j'ai envie d'aller vers ça avec cette personne-là, puis assure-toi bien que cette autre personne-là ou ces autres personnes-là, ben, ils ont ce même processus-là avec toi-même. Tu sais, c'est ça, en fait. C'est ça, la sexualité. Exactement. Puis on parle de découverte, on parle des petits bisous. Le petit bec! Tu as amené les petits bisous. Les bisous! Je fais du pouce sur tes petits bisous. Parce que ce qu'on aborde aussi beaucoup, c'est la notion de première fois quand on est jeune. Ouais. Mais il n'y a pas une première fois. Non. Puis là, bon, on va penser beaucoup première fois relation sexuelle, mais tu sais, adolescence, découverte, première fois de bien des affaires. Mais je veux dire, la vie est parsemée de plein de premières fois. Et moi, j'ai le goût de dire, c'est vous qui allez décider c'est quoi vos premières fois. J'adore ça. Mais c'est parce que même quand on a des partenaires sexuels, vous avez peut-être eu des premières fois. Une première fois, mais des premières fois, parce que chaque fois qu'on a une nouvelle partenaire sexuel... Qu'on fait des bisous différents. Oui, exactement! Ben, c'est une première fois. Exact. Donc, ça aussi, je trouve ça important. Puis ça vient, encore une fois, enlever la pression. Hein? Ça fait tellement du bien. Pression. Mais on peut-tu se le dire? On peut-tu se donner une chance? C'est pas un one-shot deal. Non. C'est pas tout ou rien. Parce qu'on peut être beaucoup dans le tout ou rien aussi, hein. C'est comme une bouteille de champagne. C'est comme, une fois que c'est popé, c'est fini. Puis je suis comme, c'est pas une bouteille de champagne. Non. C'est un bouchon qui se visse. C'est un... Exact. La sexualité est moins expéditive que ça. C'est pas comme, il est fini, c'est fini. C'est pas une bouteille de champagne comme ça, que, pow, une fois qu'elle est faite, ben, on n'a pas le choix que ça se donne là. Puis, il n'y a pas de fin en soi. On peut le voir comme des premières expériences. On peut le voir comme, c'était un bisou à cet endroit et peut-être que j'essaierai un autre bisou à d'autres endroits. Fait que ne voyez pas, j'imagine, la sexualité comme une bouteille de champagne ou de Pepsi qui va se... comme oui, mais gazé, comme qu'on va perdre le gaz de cette affaire-là. Je comprends que la morale de l'histoire, c'est vraiment de demeurer justement dans le mot que tu nous as appris tout à l'heure, Estelle, la gentilité. Le pouvoir d'agir. Ouais, yes. Ouais, mais on en parle beaucoup, puis la bonne nouvelle aussi, c'est que prochain épisode, on va se diriger vers l'amour, vers l'amitié. J'adore ça. Puis pour faire fin, là, moi, j'avais une anecdote à te partager. Non, mais vas-y. Parce que je veux vraiment que tu réagisses à ce qu'un jeune ou une jeune nous a partagé sur nos réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui nous partage, puis c'est juste pour un peu mettre le piton sur pourquoi c'est important aussi de partager et de faire un podcast sur l'éducation à la sexualité. Il y a quelqu'un qui nous partage. Une fois, j'étais dans un cours d'éducation à la sexualité en secondaire 4. Nous apprenions sur le consentement, les types de sexualité, etc.
en tant que femme bisexuelle, j'ai demandé pour une information sur le sexe entre femmes-femmes. On m'a répondu que nous n'allons pas parler de cela et que nous nous concentrons sur le sexe hétérosexuel. Comment qu'on réagit? Ben, on trouve ça dommage. On trouve ça pas... On dirait que ça... Effectivement, tu sais, je pense que tu as parlé des parents, de la chance que tu as eue au niveau de l'éducation à la sexualité. Ce qu'on veut faire, c'est aussi d'essayer d'outiller tout le monde pour être des meilleurs éducateurs de demain. Donc, de ne pas oublier aussi que les gens qui nous écoutent aujourd'hui seront peut-être ces personnes-là qui enseigneront ou qui vont étudier en sexologie comme nous. Qui sait? Qui sait? Mais donnons la piqûre. C'est sûr que donner la place, créer de l'espace pour tous, on est là-dedans. Donc, on espère que c'est des cas isolés qui ne surviendront pas trop souvent. Puis c'est très, très dommage, en fait, de se faire... C'est invisibiliser, comme totalement. Si, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais comme quoi la sexualité peut être un thème qui amène certains malaises. Constamment. Puis des fois, les malaises, on les chasse comme ça. Ben nous, les malaises, Estelle, on les accueille! Estelle, on a des personnes qu'on aimerait remercier aujourd'hui. Absolument. Je vais commencer. Allons-y. J'aimerais remercier Girl Crush pour les magnifiques studios dans lesquels on a tourné. Fait bon vivre. Ah, on adore. Merci, c'est génial. Girl Crush. Merci Girl Crush. Mais aussi, on voudrait remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui nous vient en soutien à Les Trois Sexes. Sinon, vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes parce que le balado, dans le fond, c'est une création de Les Trois Sexes. Mais on voudrait aussi remercier notre graphiste et fantastique motion designer, Jérémy Guilleux. Sinon, notre styliste, Laurence Moreau. Et la petite musique là, du début, là, le petit jingle fantastique, un peu funky, nous vient de Teddy Grewis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, en fait, à nos chaînes Les Trois Sexes pour écouter le podcast, mais aussi nous suivre de façon générale pour nos fantastiques projets à Les Trois Sexes. Puis, merci de nous écouter. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci vraiment. Vraiment.